Tendance Ouest, sur les traces du conquérant en Normandie et en Angleterre, du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest. On peut donc imaginer que si vous voyez un costume avec le mauvais rouge, par exemple, ça peut vous gêner, ça. Exactement. Donc il y a une rigueur. Vous êtes combien? Comment? Alors dans notre association, nous on est une petite vingtaine. Il faut savoir que des associations de reconstitution historique, il y en a pas mal. Surtout sur la période viking en Normandie, on est la région où c'est le plus développé, du moins en France. Parce que dans les autres pays, notamment en Scandinavie, c'est un loisir assez commun finalement. Et voilà, dans notre association, comment ça se passe. On est sur la petite vingtaine de membres qu'on est, on est peut-être une douzaine, voire une quinzaine à se réunir le week-end pour participer à des événements de reconstitution. Et voilà, on reconstitue un campement viking à l'époque ou un campement normand quand on nous le demande. Et puis on fait tout comme pendant tout un week-end. Il y en a un qui est plus simple que l'autre à reconstituer, entre le normand, le viking, entre ces 150 ans dont vous parlez. Disons que le viking, étant donné que c'est un peu plus flou, un peu plus méconnu, on va dire que c'est plus facile. C'est plus facile parce qu'on n'a pas retrouvé suffisamment de choses pour pouvoir se contenter d'un lieu géographique et d'une période précise. Donc on triche un petit peu. On étend notre équipement, on va chercher des choses qui sont danoises et des choses qui sont norvégiennes, alors que quand on fait de la reconstitution normande, on ne peut se baser que sur ce qu'on a retrouvé en Normandie, quoi. Chloé Herzaft, est-ce que vous vous considérez un peu comme une nouvelle conquérante, vous qui êtes de l'association La Fête des Normands, au sens où on essaie de transmettre quelque chose autour de nous et notamment aux générations futures? Ça se défend. Ça se défend. C'est vrai qu'il faut conquérir notre époque. Hein. On est quand même à une période de transition. Il y a des crises dans de nombreuses sphères, que ce soit économique, écologique. Donc il y a un état d'esprit à développer quand même qui est de l'ordre du... Oui, on est tous de nouveaux conquérants. Hein. Donc dès lors qu'on a des projets un peu innovants qui permettent justement de fédérer, de penser notre temps, de penser le futur, de penser le passé, on est tous des conquérants dans cet état d'esprit. Jacques Tanguy, c'est un regard qui vous plaît, ça, ce lien entre... Vous me disiez avant, nous les historiens, on n'appartient pas au passé, on est bien là. Oui, effectivement, moi j'ai toujours milité, entre guillemets, pour ça. Hein. L'historien n'est pas quelqu'un confit dans le passé, c'est quelqu'un qui est dans le présent aussi. Et je suis, moi, partie prenante pour toute cette dynamique que nous créons à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on me sollicite beaucoup au niveau de la ville, de la métropole. On me sollicite beaucoup pour participer à des opérations. J'aurai certainement l'occasion un jour de travailler avec vous sur ça. Et puis, c'est aussi et surtout une façon d'impliquer réellement et concrètement les gens dans une dynamique qui plonge bien sûr dans le passé. C'est très important. On ne peut pas on peut pas dire non, le passé ne nous intéresse pas. J'ai entendu un responsable d'une administration locale un jour dire non, nous on est dans le présent, le passé on s'en fiche. On fêtait le 3e centenaire de son institution et à la fin de la visite de son palais, entre guillemets, et il m'a dit oui, effectivement, l'histoire c'est important. Et je pense que tout autour de la table, tous les quatre, on est bien persuadés de cette importance de l'histoire, mais il ne faut pas que l'histoire. Il faut que cette histoire, elle soit insérée aussi dans le présent, qu'on la fasse vivre, qu'elle serve aussi à ce présent, aux gens à se retrouver des racines, à se sentir bien. D'ailleurs, on sait très bien, les gens qui n'ont pas d'histoire, et on en connaît, hein, des continents entiers qui n'ont pratiquement pas d'histoire, ou tout du moins qui ne veulent pas reconnaître leur propre histoire. On voit un petit peu où ça les mène, hein, à faire des grosses bêtises. Hein. On a quelques exemples récents de tout ça. Hein. Et à Rouen, si on est là aujourd'hui, donc bien sûr c'est parce que Guillaume a passé une bonne partie de sa vie ici. Il est mort en 1087 ici à Rouen. Est-ce qu'on sait des choses sur la fin de sa vie? Oui. Pourquoi est-il mort? Oui, alors, on connaît, parce que ça a été raconté dans le détail. Il va faire une expédition punitive contre Mantes. Et le chroniqueur raconte qu'un Brandon tombant, apeuré son cheval, il aurait pris un coup de pommeau de sa selle dans le ventre. Il n'était pas de bonne santé, il devait être assez gros, déjà un peu malade certainement. Toujours est-il que c'est déclenché une sorte de gangrène, vraisemblablement quelque chose d'approchant. Pardon ? Une péritonite, oui. Et merci. Et il a été ramené à Rouen, gravataire. Il a été installé à l'écart de la ville, dans un prieuré qui s'appelait le prieuré Saint-Gervais. Il se trouve au nord-ouest de la ville. Le prieuré n'existe pratiquement plus maintenant. Il y a juste une crypte qui date de cette époque-là. Tout a été refait au XIXe siècle. Et on raconte que
dès que sa mort a été constatée, c'était une panique générale. Tout le monde s'est emparé de Pourquoi? de Parce que tout. c'est la fin d'une figure. Bah, c'est-à-dire, il y a le problème de la succession. Et comment va se dérouler ces successions? Il faut être du bon côté. Alors, les gens vont paniquer, ils vont littéralement le dépouiller, ils vont le laisser nu pratiquement sur sa couche, et tout le monde va s'enfuir, on va l'abandonner littéralement. Heureusement qu'il y avait quelques fidèles qui l'ont préparé à un voyage difficile, puisqu'il avait souhaité être enterré dans une de ses fondations, appelle la Biosome, qui est en fait Saint-Étienne, un monastère qu'il avait fondé, comme son épouse en avait fondé un autre, d'après plus ou moins la légende. Et il va être enterré là-bas dans des conditions assez apocalyptiques. Quand le cercueil arrive, il y a quelqu'un qui se lève. Non, vous rentrerez pas. Ce terrain m'appartient, il ne m'a pas été payé. Il faut régler la question. Ensuite, on veut rentrer le cercueil dans la fosse. Le cercueil s'ouvre. C'est une putréfaction épouvantable, tout le monde s'enfuit. En fait, vous voyez, ça se passe vraiment très très mal. Hein. Alors, mais bon, ça n'a pas empêché qu'il rentre dans l'histoire. On fait un bond dans l'histoire, justement. On va repartir du côté de l'historiel de Jeanne d'Arc. La fin de vie de Jeanne d'Arc à Rouen, on peut en parler. Alors, ça va être compliqué parce qu'il y a 1 minute pour en parler. Mais est-ce qu'on peut en dire un mot tout de même, Réjeanne Siligani, vous qui êtes responsable du site? Sur la fin de la vie de Jeanne d'Arc, bien évidemment, elle a pas très bien fini pour elle, puisqu'elle est donc brûlée vive sur un bûcher, donc place du Vieux Marché. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est aussi importante pour la ville de Rouen, puisque on est là évidemment dans un épisode très important de son épopée. Ça se termine ici. Voilà, donc après c'est vrai qu'aujourd'hui on a toujours des fêtes Jeanne d'Arc pour commémorer, on a toujours eu quelques commémorations à Rouen, il y en a toujours eu, et donc aujourd'hui on a tout un quartier Jeanne d'Arc encore présent, et puis évidemment l'historial. Jimmy Blin de l'association Vec Visière, Jeanne d'Arc ça vous intéresse pas trop, c'est pas trop le... En tant que Rouennais, si, ça m'intéresse un petit peu, mais c'est vrai que étant donné que c'est pas la période que je reconstitue, je ne suis pas du tout professionnel de la question. D'accord. Hastings, ça vous intéresse peut-être dans le temps un peu plus, d'être un peu plus proche, la bataille d'Hastings 1066 dont on commémore cette année le 950e anniversaire. Est-ce que vous y serez? Est-ce qu'il y aura des représentants de l'association? Est-ce que les Normands qui s'intéressent à la reconstitution vont traverser la Manche? Alors effectivement, moi dans mon association, vu qu'on est essentiellement sur du viking, on ne va pas participer. Par contre, il y a une partie de notre matériel, notre équipement qu'on va prêter à des copains qui s'y rendent. Donc mon casque, par exemple, j'ai un casque à nasal, moi il va voyager en Angleterre, mais c'est vrai que là... Comment se le procure ce casque juste comme ça? Ça c'est des artisans, on en a de très bons en France mais qui sont un peu chers, donc de temps en temps les artisans chez qui on va faire ces casques, c'est des Tchèques et des Polonais. Donc c'est du vrai boulot, c'est pas... C'est un vrai métier. Nous on se fait de temps en temps des petits week-ends, on va forger des petits couteaux, des petits ustensiles ou des petits S pour accrocher les grilles, ou des briquets, tout à fait. Mais pour tout ce qui est les épées, les haches, les lances, et l'équipement un peu plus lourd, les protections, ça ce sont des artisans professionnels qui le font. Eh bien merci beaucoup d'avoir été avec nous tous les trois. Jacques Tanguy, vous restez avec moi. Merci donc à Jimmy Blin de l'association Vec Visière, Réjeanne Siligani de l'historial Jeanne d'Arc à Rouen, et puis Chloé Herzaft de l'association des Normands. Merci. On fait une petite pause ici à Rouen. On est toujours sur les traces du conquérant dans cette année du 950e anniversaire de la bataille d'Hastings le 14 octobre 66, et on se retrouve bien évidemment après cette petite pause d'emploi sur Tendance Ouest.